Tout commence par un article dans un quotidien national. Le vin brûle-t-il? Des crus trop cuits. Autant de cris d'alarme qui nous décident à mener une enquête sur les incidences d'un réchauffement climatique sur le vin. Première constatation, les intitulés des sites français et étrangers font froid dans le dos. Le changement climatique menace le vin. Pourquoi l'industrie du vin a peur? Alerte rouge, dompter le réchauffement et bien d'autres. Notre patrimoine économique et culturel du vin est-il en danger? Ces thèses restent cependant très controversées, mais si elles se révélaient exactes, on peut s'interroger dès à présent sur les conséquences pour le consommateur et sur les mutations que l'industrie du vin devra affronter dans les années à venir. On risque d'aller vers des effets négatifs et donc une évolution des caractéristiques du vin qui ne seront pas forcément du goût de tout le monde. Si le vin compose depuis toujours avec les caprices du climat, il ne faut pas oublier que le terroir et les savoir-faire sont également des composants fondamentaux pour la réputation de nos crus. Car du vin, on en boit à travers le monde. Lorsqu'on observe la consommation annuelle par habitant, on constate une importante disparité entre les pays. La France, l'Italie, la péninsule ibérique et l'Argentine sont loin de consommer du vin avec modération. Ils dépassent même les 30 litres par habitant. Au final, la consommation mondiale de vin atteint un volume de 239 millions d'hectolitres, soit plus de 31 milliards de bouteilles. Le consommateur ne se préoccupe pas encore des incidences du changement climatique sur le vin. Ils ont du mal à percevoir que pour faire un bon vin, il y a l'influence de divers facteurs. Celui du soleil, de la lumière, de l'humidité et de la pluie. Les impacts du réchauffement climatique pourraient mettre à rude épreuve le monde du vin et par conséquent la réputation de nos crus. Il va donc devenir difficile de faire abstraction de ces changements lors des dégustations. Des experts ont créé la polémique en estimant que nous avons basculé de l'autre côté d'une ligne de crête qui est celle de la qualité maximale. Résultat, certains terroirs, comme dans le sud de la France, sont dans une situation difficile. Donc en fait, ce qu'on fait en ce moment, on passe beaucoup de temps dans les vignes. On goûte en fait les raisins. Et ce qui est important, en fait, c'est de voir un petit peu l'équilibre qu'on va avoir dans ces baies de raisin, puisque c'est elles ensuite qui vont donner le vin derrière. Donc avec ces changements climatiques, en fait, on a des évolutions surtout sur les teneurs en sucre et les pH des vins qui ont tendance plutôt à augmenter. Bon, ça reste une tendance parce que par exemple cette année en 2010, bon, on vendange quand même un petit peu plus tard que d'habitude, mais malgré tout, en fait, on a des modifications au sein de la baie. Donc ce qu'on regarde, c'est l'équilibre entre les sucres, l'acidité et les matières phénoliques. Donc les matières phénoliques, ça va être la couleur, donc les pigments colorés qui sont contenus dans la pellicule, et les tanins. Donc, du coup, en fait, on va essayer de voir un petit peu la quantité de couleurs qu'on peut avoir, la diffusion de la couleur sur les doigts, mais aussi en bouche, l'équilibre entre le sucre, qui va donner l'alcool après, et la fraîcheur, l'acidité du vin. Parce que du raisin, ce qui est important, c'est de ne pas avoir de déséquilibre. Donc on pense toujours en fait à ce triangle, alcool d'un côté, acidité de l'autre, fraîcheur, et matière phénolique pour les rouges. Le
raisin n'est pas seulement mûr si sa pulpe est bien sucrée. La peau et les pépins doivent l'être également. Le problème est que le réchauffement climatique dérègle ce processus de maturation. Les viticulteurs ont donc des préoccupations immédiates. Ils doivent préserver les arômes de leur vin, quelles que soient les conditions climatiques. Les viticulteurs, ils se préoccupent de ce qui va se passer demain, après-demain, etc., mais pas de la fin du siècle encore. Et donc, ils voient plutôt en premier lieu la possibilité de s'adapter. Les analyses, du coup, ça dit quoi? Donc c'est les mêmes parcelles que l'autre fois. Ok. Oh, bah, ça a quand même bien évolué là. Hein, Ouais, c'est allé super vite depuis la semaine dernière après la pluie. ouais. Hein, toi, les pH n'ont pas trop évolué. Par contre, l'acidité totale a bien diminué. Okay. Demain, je fais 2 fois par semaine, Olivier Roustan rend visite aux producteurs. Ils suivent l'évolution des raisins afin de déterminer la meilleure date pour vendanger. Ouais. Moi, je ferais pas ça parce que regarde, t'as des niveaux de tartrique encore qui sont pas mal forts. Ah oui, ça va être un peu tendu. Hein. Ça va être un peu tendu. Puis bon, des pH, ils sont encore un peu bas. Hein. Moi, je ferais plutôt Vitalis qui me semble beaucoup plus prête. Hein. D'accord. On a des outils d'analyse, on a des avertissements agricoles qui nous mettent en évidence, par exemple, qu'on a pris 1,2 degré en moyenne sur l'année. Et il y a un vigneron qui me disait que son père lui disait que ça fait 4-5 années sèches qu'on a de suite. Avant, c'était une de temps en temps. Et maintenant, c'est plutôt la norme. Ah oui, quand même. Ouais, toi, 1100, 1000... Ouais, ça fera 14 quoi. Ça fera 14, ouais. Okay. Ouais. De toute façon, la tendance du millésime, elle est comme ça. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on a on a quand même des degrés d'alcool qui sont conséquents actuellement parce qu'en fait, les pluies de l'autre jour, finalement, ça a quand même bien avancé. Hein. On avait peur que, tu sais, qu'il y ait un effet dilution, mais en fait, on se rend compte que ça a bien homogénéisé la situation. Puis on s'est rendu compte qu'il fallait ramasser maintenant. C'est lâche, ouais. Par contre, un peu de coulure quand même. Il y a un peu de coulure, ouais. Et toi, le Vitalis, 14,5. 3,67 d'acidité, toi, ça a mûri vite. Hein. Aujourd'hui, je dirais que c'est un petit peu un paradoxe chez nous, parce que sur les 10 derniers millésimes, on a pratiquement 8-9 millésimes de très bonne qualité. Donc, quelque part, pour le vigneron, le réchauffement climatique, c'est la première chose. Par contre, il y a un deuxième phénomène, par contre, qui est beaucoup plus gênant, c'est que les rendements diminuent. Et ça, je dirais qu'un des premiers critères de rentabilité dans un domaine viticole, c'est quand même le rendement. Donc, paradoxal, des très très bons vins, plutôt un rendement faible. Si les prévisions encore controversées de certains climatologues se confirment, c'est toute la production mondiale de vin qui pourrait être bouleversée. L'évolution de la température moyenne, avec une augmentation de 0,8 degrés sur 120 ans, ne paraît pas très inquiétante. Mais selon les prévisions du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, l'avenir est plus préoccupant. Cette augmentation à 1, 2, 3 degrés va finir par poser des problèmes. Et là, peut-être plus qu'une inquiétude, ça veut dire qu'il va y avoir des choses qui vont bouger dans la culture, soit dans la localisation pour essayer de diminuer cet effet du réchauffement, soit dans l'effet des techniques culturales, etc., éventuellement le choix des cépages. Ça veut surtout dire que ce qu'on a connu avec une certaine stabilité, on risque d'en sortir avec un panorama qui sera différent. Face aux analyses de ces scientifiques prévoyant un accroissement des températures dans les 50 prochaines années, les filières viticoles s'organisent. À Bordeaux, où l'on affiche à chaque coin de rue son lien avec le vignoble, on s'est doté depuis quelques années d'un centre de recherche unique, l'Institut des sciences de la vigne et du vin, qui travaille entre autres sur divers projets en lien avec les effets du climat sur l'expression du terroir viticole. De péninsule ibérique. Tout à fait. Je pense que de la part des viticulteurs, il n'y a pas trop de crainte, mais de la part des chercheurs, nous avons l'obligation de regarder loin devant. Et lorsqu'on regarde les projections climatiques des climatologues pour
les 50 ans à venir ou même au-delà, il est absolument nécessaire de faire des recherches pour s'adapter à ce nouveau contexte climatique. Alors le principal risque, c'est que la maturité devienne de plus en plus précoce. C'est logique, plus il fait chaud, plus les raisins mûrissent tôt en saison. Et il se trouve qu'on fait les meilleurs vins lorsque les raisins mûrissent à l'automne et pas au plus chaud de l'été. Lorsque les raisins mûrissent au plus chaud de l'été, les raisins contiennent moins d'arômes et donc les vins sont moins typiques et moins bons. Donc l'enjeu pour la viticulture consiste à maintenir la maturité du raisin au mois de septembre. Et donc il faut éviter que la maturité du raisin se passe au mois d'août. Les conditions météorologiques actuelles sur la région bordelaise ont une influence positive sur la qualité du vin produit. Les grains sont plus gros, plus sucrés et moins acides. Mais pour combien de temps? La situation bordelaise n'est pas figée. Et c'est pas une descendance de Montpellier, non? On va laisser les pots perdre de l'eau jusqu'à arriver à un niveau de contrainte hydrique que l'on souhaite atteindre. Et puis après, tous les jours, on va juste compenser par l'irrigation les pertes d'eau par transpiration. Et donc là, on peut maintenir la vigne longtemps dans une contrainte hydrique qui est absolument stabilisée et connue. Et là, on peut étudier l'effet de cette contrainte hydrique sur des cépages, sur des porte-greffes. Là, on a plein de possibilités d'études. Là, il y en a un qui marque le plus fortement le stress hydrique. Ce pied, donc le stress hydrique, ça commence par le jaunissement des feuilles. Et donc au début, il y a les feuilles qui vont devenir jaunes. Et puis après, si le stress continue, les feuilles nécrosent et finissent par tomber. Donc ici, ce pied-là qui est assez affecté par le stress hydrique, il y a plusieurs feuilles qui sont tombées. Donc ça, c'est clairement l'effet du stress hydrique. Donc ici, c'est un plan qui n'est pas très bien adapté au stress hydrique. Et donc c'est le cépage Syrah, et qui apparemment, ici, moins bien adapté que son voisin, qui est le grenache noir. Et donc ça, c'est un cépage qui est plus résistant au stress hydrique que la Syrah. Et ici, on voit clairement les effets. Alors que ces pieds-là, avec le dispositif des balances, on peut absolument garantir qu'ils ont subi exactement le même stress hydrique. Certains plants de vigne seraient donc plus résistants à la sécheresse que d'autres. Pendant que l'Institut des sciences de la vigne et du vin étudie afin de créer la vigne parfaite, les plus prestigieux domaines viticoles s'emploient à relativiser la situation. Je ne crois pas qu'on soit dans l'ère de mutation pour dire que dans 5 ans ou dans 10 ans, on fasse ici des vins méditerranéens. Je crois qu'on reste dans une façade atlantique avec une connotation sans doute un peu plus chaude, mais on a toujours cette vraie typicité. En tout cas, on la recherche et on tient à la préserver parce que c'est essentiel. Pas d'alarmisme, une vigilance, parce que c'est la nôtre, parce que le vigneron doit être vigilant. Et je crois que la vigilance, c'est justement d'observer, mais de ne pas s'affoler. Alors ça, c'est très, très aromatique. C'est Cabernet Franc, ça sent les épices. Alors là, vraiment, parce que le Cabernet Franc, c'est un cépage très particulier qu'on aime beaucoup, parce qu'il a ses côtés mentholés, épicés, qui sont aussi un très bon élément pour maintenir l'équilibre des vins. On a cette année cette espèce d'équilibre d'alchimie fantastique, c'est-à-dire qu'on a eu durant l'été des nuits fraîches, parce que c'est un été sec, mais un été relativement frais, il n'a pas fait excessivement chaud, donc on a cette fraîcheur, on a une très belle acidité. Par contre, comme on a vendangé assez tard, qu'il a fait sec, la vigne elle a produit beaucoup de sucre. Donc on se retrouve dans des configurations de vins au final qui seront de l'ordre de 14 degrés. Donc c'est un millésime très riche, on en a connu. On parle des fameux très grands Bordeaux, notamment de la rive droite dans les années 45-47 qui faisaient 14,5, donc c'est pas nouveau. En effet, 14 degrés, ce n'est pas nouveau. Mais la tendance des vins avec un fort taux d'alcool est en progression, au détriment, sans nul doute, de leur qualité gustative. Quelle solution alors pour que les grands vins classés préservent leurs arômes? Aujourd'hui, quand on plante des jeunes vignes, au lieu de les planter à 6 ou 7 000 pieds hectares, ce qui était traditionnel ici à Saint-Émilion, on va les planter entre 9 et 10 000 pieds hectares. Donc on va augmenter la densité de pieds à l'hectare, on va créer un phénomène concurrentiel, on va obliger les vignes à aller beaucoup plus en profondeur. Elle sera d'abord
capable de pouvoir s'alimenter, mais en dehors de ça, elle sera aussi plus résistante aux phénomènes de climatologie. Quand on a des étés un peu chauds, on voit très bien ces vignes qui sont capables de tenir le choc vis-à-vis des conditions extérieures qui sont excessives. La diversité des paysages viticoles français que nous avons pu étudier, que ce soit dans le Bordelais ou dans le sud de la France, témoigne d'une grande variabilité climatique. Globalement, l'évolution du climat va, pour certaines régions françaises, dans le sens d'une hausse de la qualité du vin. Mais ce constat est loin d'être partagé par ces pays frontaliers. Voilà de nombreuses années que l'Espagne subit les influences d'un temps de plus en plus sec et chaud. S'agissant de la plus grande surface viticole du monde, l'impact du réchauffement sur ces vignobles s'avère d'une importance majeure pour l'économie de la filière. Dans une célèbre vinothèque de Madrid, nous attend Pancho Campo. Il est le fondateur de l'Académie du vin en Espagne. Sa notoriété vient également du fait qu'il a organisé la première conférence mondiale sur le vin et l'environnement. Beaucoup de gens disent que le taux d'alcool monte beaucoup, parce que comme il y a plus de chaleur, il y a plus de sucre, et ça se convertit ensuite en alcool. Ça, c'est un problème qui peut se gérer. Ça peut se gérer dans la vigne, et l'œnologue peut le gérer dans la cave. Le problème est que si le raisin mûrit rapidement, il atteint un taux d'alcool plus rapidement, donc la maturation phénolique, c'est-à-dire la maturation des arômes de la complexité, ne fonctionne pas de la même manière. Ça, c'est comme avoir un enfant. Il est prêt pour l'université alors qu'il n'a que 14 ans. Il est prêt en tant qu'étudiant, mais il n'est pas prêt en tant que personne. Le raisin, c'est la même chose. Il peut avoir de l'alcool, la quantité de sucre nécessaire, mais il va manquer des arômes. Il va manquer du caractère variétal. Dans le monde du vin, que peut faire une entreprise pour s'adapter face au réchauffement climatique? Le meilleur exemple est le domaine de Torres. Qu'est-ce qu'a fait Torres? Il a mis sur les toits de toutes ses caves des cellules photovoltaïques. Il a créé dans toutes les caves un système pour recycler l'eau. Ils sont en train d'effectuer des recherches et les véhicules qui transportent le vin à Barcelone sont électriques. Tout le personnel doit utiliser des voitures hybrides. Tous ces efforts, c'est la meilleure manière de s'adapter. À 25 km au sud-ouest de Barcelone, le domaine Torres s'étend aujourd'hui sur 130 km en Catalogne. Cette propriété viticole a la caractéristique d'être la plus engagée dans la lutte face au réchauffement climatique. Avec l'augmentation des températures, la vigne est le végétal le plus affecté. Concernant la vigne, le changement climatique entraînera le changement drastique de la carte des appellations d'origine, comme nous le connaissons en Europe et particulièrement en Espagne. C'est donc un très gros souci et c'est pour cela que nous sommes très inquiets. On cherche donc des solutions. À 20 km de la propriété se trouve le centre de recherche du domaine Torres. La visite paraît sans surprise. On y travaille comme à Bordeaux. La recherche, elle aussi, se globalise. Ce centre de recherche ne travaille pas seulement sur des expériences liées directement à la croissance de la vigne. Un des projets phares consiste à freiner et recycler, grâce à de l'algue verte, l'émission de CO2 qui se dégage lors de la fermentation du jus de raisin. L'émission de CO2 étant soupçonnée par certains scientifiques d'être à l'origine du récent réchauffement climatique. Cela n'empêche pas l'industrie viticole d'être dans une certaine contradiction. D'un côté, une préoccupation à développer une politique durable dans son activité, et de l'autre, la mise en bouteille qui dégage entre sa fabrication, son transport et son recyclage 45% des gaz carboniques de la filière viticole.
Imaginez l'impact avec les 31 milliards de bouteilles de vin en verre produites en 2010. Seulement, sommes-nous prêts à boire de grands vins dans des conditionnements en carton? C'est une autre histoire. Durant les 40 dernières années, la température a augmenté de 1 degré. Et ce degré que connaissent les viticulteurs français, nous avons réussi à nous y adapter. Mais quand les températures monteront dans 20 ou 30 ans avec 2 à 3 degrés en plus, que ferons-nous? Ça, c'est notre grand défi. La vigne ne va pas s'adapter à ces changements si brutaux, car il s'agit de changements très importants. Nous allons avoir un climat qui correspond au nord de l'Afrique d'ici 20 à 30 ans, et ça, c'est très grave. Si dans 20 ans le réchauffement climatique s'accentuait, certaines régions espagnoles pourraient voir leurs vignobles disparaître. C'est le cas de la Mancha, où ces terres arides représentent le plus vaste vignoble espagnol. Malgré de nouvelles méthodes de vinification, il sera difficile de compenser dans les années à venir les chaleurs d'été avoisinant les 47 degrés. Vous me demandez si c'est trop tard pour renverser la tendance climatique? Je vous répondrai que non. Je crois qu'il est encore temps de faire des modifications importantes. De plus, si d'ici quelques années, des personnes démontrent que nous avions tort sur nos études alarmistes lors des conférences mondiales sur le réchauffement climatique, cela ne peut faire de mal à personne. Au contraire. Face au changement climatique, les inquiétudes des petits propriétaires et des grandes familles de vin sont perceptibles. Certaines multinationales sont moins soucieuses des effets du climat sur leurs vignes. L'une d'entre elles produit du cava, un vin pétillant très à la mode en Espagne. Dans ce groupe, on affiche un véritable sens du pragmatisme. Pas d'alarmisme, on peut tout combattre et l'on ne craint rien. Le rêve viticole incarné. J'espère que d'ici plusieurs générations, l'anecdote qui représente le réchauffement sur les changements climatiques sera résolue et que l'on aura su la surmonter. Comment ? Évidemment, elle est très présente. Nous avons toujours été dans l'obligation en tant que leader sur notre marché de se préoccuper de ces changements, de prendre des initiatives et d'être le créateur d'une tendance. C'est dans ce sens qu'au début des années 80, notre groupe a créé un service spécialisé sur le thème des incidences du réchauffement sur la vigne. Le climat ne nous a pas affectés particulièrement. Les variétés de vignes que nous utilisons dans cette région couvrent des microclimats suffisamment étendus, assurant la régularité dans nos produits. Enfin, un groupe qui n'a pas été affecté par les changements climatiques, ce qui signifie que d'une année sur l'autre, leurs vins sont approximativement les mêmes. Une façon de définir la globalisation du goût. Loin des discours officiels, la brutalité de certains changements climatiques est préoccupante. Comme vous le savez, dans cette région, la pluviométrie n'est pas élevée et représente 550 litres au mètre carré à l'année. Mais ce qui se passe, c'est que chaque année, il pleut la même quantité d'eau, mais chaque fois encore plus intensément, ce qui provoque l'érosion. Regardez, ceci est le résultat de l'implantation de la nappe végétale. Et comme vous voyez, elle est en train de pourrir et de se convertir en matière organique. La nappe végétale, nous l'implantons principalement pour réduire l'érosion, qui il y a peu de temps était grave, sachant qu'ici les pluies s'élèvent de 50 à 60 litres en une demi-heure, ce qui provoque, vous vous en doutez, des problèmes importants.
C'est vrai que la vigne a la capacité de s'adapter très bien aux changements climatologiques. Le problème est que si le changement climatique accélère son processus, la vigne n'aura pas le temps de s'adapter. La vigne doit pouvoir changer et s'adapter de manière lente, sur du moyen, voire sur du long terme. Si le changement climatique continue d'avancer à grande vitesse, cela ne laissera pas le temps à la vigne de créer des processus d'adaptation. En France ou en Espagne, les méthodes et les savoir-faire s'adaptent aux nouvelles conditions climatiques. Mais auront-elles des incidences dans nos verres ? Le goût en sera-t-il altéré ? Pour répondre à cette question, nous prenons la direction de Barcelone pour une dégustation avec Meritxell Falgueras. Elle est sommelière et journaliste, mais surtout l'héritière d'une petite cave qui renferme secrètement les plus prestigieuses bouteilles du monde. De quoi nous faire une idée avec modération. Hola, bon dia. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu pourrais me donner ? Je dois faire une dégustation avec des vins en relation avec le changement climatique. Qu'est-ce que tu as ? Tu pourrais proposer un vin de la Mancha, un Priora ou un Terra Alta ? Bien, on pourrait prendre un Garbacho Priora ou un Garbacho de Terra Alta. Qu'en penses-tu ? Très bien, très bien. Prends-en une du fond, là. Ok. Et après, du blanc ? On pourrait prendre du vin de Galice. Oui, c'est ce que je ferai et celui-ci est bien, non ? Sinon, en haut, tu as du Rumilla ? Oui, et j'en ai aussi de la Mancha là-haut. Oui, je vais monter voir. Allez. Ok. La cave tenue par son père, Tony, renferme plus de 3500 références de bouteilles, provenant des 4 coins du monde. Un endroit que l'on souhaiterait garder pour soi. A ver, vamos a empezar ya la degustación, ¿no? De vinos. Bien, alors nous allons commencer la dégustation de vins espagnols qui peuvent un peu refléter l'impact du changement climatique sur la péninsule ibérique, la péninsule et puis, comme tu le verras, dans le reste du monde. Alors pourquoi ai-je sélectionné ces vins ? Tout d'abord pour sa qualité, mais aussi pour son pH, car il est important de comprendre que la peau du raisin est en train de changer. À chaque fois que le soleil tape plus fort, il réchauffe la peau du raisin, surtout dans le cadre des vins rouges, et c'est pour ça que j'ai choisi un vin de Rumilla, où la peau s'est réchauffée, ce qui va augmenter le taux d'alcool. Et c'est bien sûr à ce moment-là que les viticulteurs décideront de vendanger. Imagine-toi, dans ce cas, le vin fait déjà 14,5 degrés et les viticulteurs récupèrent donc le raisin avec un taux d'alcool élevé. Et ce qui se passe, comme le raisin a été récupéré 1 à 2 semaines avant la normale à cause du réchauffement climatique, eh bien les acides et les pépins sont encore verts. Et bien sûr, le vin du coup est parfois déséquilibré, bien que la meilleure façon de t'en rendre compte, c'est en le dégustant, n'est-ce pas ? Il y a quelques années, on aimait les arômes protégés, embrassés par la barrique. Et maintenant, ce que nous voulons, c'est la jeunesse, la puissance du fruit. Et ça, c'est la mode. Pour la suite de ton voyage, on va maintenant en Argentine, un pays qui n'est pas autant affecté par le changement climatique. Tu verras qu'avec des vins comme le Malbec, tu trouveras des saveurs d'épices, de fruits, d'acidité et plein d'autres saveurs. Donc je te souhaite un bon voyage. Le vin ne sera peut-être pas aussi bon que chez nous en Catalogne. Non, je plaisante, on va dire qu'il sera pareil. Malgré un sourire affiché, les régions espagnoles semblent bien plus concernées que les régions françaises par les effets du réchauffement climatique sur certains de leurs vignobles. Il est temps pour nous de quitter ce pays pour nous rendre de l'autre côté de l'Atlantique,
en Argentine. En quelques années seulement, ce pays a su obtenir une reconnaissance internationale en occupant la 5e place mondiale des pays producteurs. Une petite halte à Buenos Aires. Pas le temps de poser nos valises, direction Mendoza, à 1000 km de la capitale. Cette région n'est autre que le plus grand vignoble du pays, rassemblant au total 1221 domaines, protégés par une barrière magique, la cordillère des Andes. Grâce à un système d'irrigation alimenté par la fonte des neiges, les vignes peuvent s'y développer sans souci de manque d'eau. Premier contact avec la production viticole argentine, le domaine de la famille Zucardi. Dès notre arrivée, nous peinons à apercevoir la cordillère des Andes face à une forêt de pieds de vigne de 2 mètres de haut. Dans les rangs, les vestiges du combat contre le gel avec ces chaufferettes au fioul qui permettent de réchauffer l'air pour préserver les bourgeons. La lutte contre le climat est bien présente. Ça me paraît important de commencer à décrire le climat en Argentine. La région viticole argentine présente un climat continental. Notre régime de précipitation annuel est très bas et se réduit à seulement 200 ml annuels, soit 0,2 litres par an, qui à la fois tombe à des moments ponctuels, principalement durant l'été. La province de Mendoza cultive seulement 3% de sa superficie qui correspond à la superficie irriguée. Toute l'eau provient de la neige de la cordillère des Andes et nous dépendons énormément de cette énorme éponge que constitue cette cordillère. Elle nous apporte de l'eau lentement et régulièrement. Le fait de compter sur cette eau d'irrigation et de pouvoir cultiver la vigne située à différentes altitudes nous offre un certain contrôle microclimatique très spécial qui ne s'obtient pas dans d'autres régions. Dans les prochaines années, le processus de la fonte des glaciers va s'aggraver avec certitude. C'est-à-dire que les glaciers vont disparaître. De notre côté, on s'attend aussi que la sécheresse dans la zone centrale des Andes, donc à Cuyo, la principale zone de viticulture en Argentine, subisse le même processus qu'au Chili, c'est-à-dire une diminution encore plus importante des précipitations, aussi bien des pluies que des neiges. Par conséquent, il y aura moins de pluie et moins d'eau disponible dans les réserves, ce qui signifie moins de neige fondue au printemps. Et ce phénomène affectera en particulier le raisin Malbec. Quand je te décrivais le climat de Mendoza, je te disais qu'il pleuvait moins de 200 ml par an. Et nous pouvons dire basiquement que nous sommes dans un désert. Ce qui fait que l'irrigation dans notre milieu est fondamentale. Quand tu as parcouru ces vignes, tu n'as pas remarqué la moindre conduite d'eau. La conduite de l'eau, nous la faisons vers des canalisations de béton qui sont enterrées sous la vigne, dans ce sens de la parcelle. Et dans cette partie centrale, nous avons des valves qui nous permettent de réaliser l'irrigation. Ça nous permet, à travers la gestion des codes de l'arrosage, d'irriguer par rapport aux nécessités des cultures. Nous sommes loin d'une irrigation raisonnée. Les préoccupations face au réchauffement climatique ne sont pas les mêmes qu'en France, où l'irrigation est interdite, voire rigoureusement contrôlée,
même en période de sécheresse. En irriguant et en ayant des systèmes d'irrigation, on se préoccupe très peu de la résistance de nos cultures, de leur résistance à la sécheresse, sachant que nous pouvons les irriguer. Et puis, cela nous permet de faire un très gros travail autour du développement des variétés, surtout des vins rouges, qui s'adaptent mieux à nos conditions de luminosité et de température. La chaleur estivale écrasante a conduit les producteurs à protéger les raisins du soleil. Les vignes sont traditionnellement conduites en parral, une sorte de pergola. Un mode de conduite qui représente aujourd'hui encore plus de 60% des surfaces. Ce système de treilles a en réalité certaines particularités qui le différencient des treilles de Mendoza. Nous voulons que les deux bras s'ouvrent à la hauteur de la grille et que la production reste appuyée sur la grille. Ce que nous considérons fondamental, c'est que lors du développement du bourgeon, la couche de feuilles doit se développer sur ce plan en 2 ou 3 couches. Ainsi, la production reste protégée du soleil. À l'inverse de ce qui se passe dans beaucoup d'endroits en Europe, nous avons besoin de protéger nos raisins du soleil. En été, ici, le soleil est très intense. On dit que nous sommes dans un désert en altitude. La protection des grappes lors des moments les plus ensoleillés est primordiale. D'un autre côté, les grappes qui restent sur ce plan sous la couche des feuilles apportent une grande ventilation. Et nous savons que le meilleur contrôle des parasites se fait par une bonne circulation de l'air. Sur la route qui mène plus au sud, le cordon del Plata. La cordillère des Andes s'impose en permanence au regard de tous. Mendoza semble vraiment être au pied d'un mur, avec son industrie viticole qui repose sur les 3700 km du nord au sud que forme cette barrière climatique. Loin des regards, dans un endroit désertique, nous avons rendez-vous dans une station météorologique administrée par la Direction de l'Agriculture et de la Contingence climatique de la province de Mendoza. Écoute, j'arrive du centre de contrôle, tout est normal là-bas. Faut que je fasse un état de la situation également ici. Tu me montres les images ? Regarde Raoul, ici on se maintient toujours en alerte. On surveille les paramètres de calibration. On peut observer les images de la tempête de cette nuit. Regarde, elle est passée par Tunuyán et a été assez importante, non? Oui, c'est important. Et pour aujourd'hui, on est comment? Aujourd'hui, nous n'avons perçu aucun écho radio. Écoute, l'important, c'est de ne pas avoir d'écho de la zone de la cordillère. Au moins, les viticulteurs seront satisfaits de ne pas avoir d'ennui. C'est sûr que si tous les jours étaient comme celui-ci, on ne ferait que de bonnes vendanges. Parfait. On va se faire une idée à l'extérieur des nouvelles que nous donne le ciel. Comme tu vois, c'est un jour sans dépression. On peut voir les formations à moyenne altitude. Regarde sur la base de toute la zone. De toute façon, pour le moment, je vois que ça va. Bon, je retourne à la base. Merci pour la visite. Avec ses 3 stations et ses 6 radars, la Direction de l'Agriculture et de la Contingence climatique est en état d'urgence. Sur notre route, ce ne sont plus les sanctuaires populaires qui protègent les cultures, mais bien tout un dispositif qui observe les effets du climat.
À travers plusieurs années d'observation, à partir des radars et du terrain, nous avons obtenu certaines données, dont des informations importantes en relation ou qui pourraient être mises en relation avec le changement climatique. Nous sommes dans une année où nous avons enregistré une diminution très importante des glaciers, où prend place la source d'eau de Mendoza. Également, nous avons constaté des phénomènes extrêmes, comme le vent, qui n'était pas courant dans notre région. Toutes ces analyses, nous les corroborons à travers quelques études complémentaires, comme cette coopération que nous avons engagée avec une institution de recherche en France, avec le chercheur climatologue Hervé Quénol. C'est dans le vignoble de la propriété Mendel que nous rencontrons Hervé Quénol. Hervé est géographe climatologue au CNRS. Il travaille dans plusieurs pays sur le projet Terviclim, un programme qui a pour but d'observer le climat à l'échelle des terroirs viticoles. Ce capteur a été préalablement enregistré au laboratoire. Donc je le programme pour avoir une donnée enregistrée à peu près toutes les 15 minutes. Et donc c'est là durant toute l'année. L'objectif, c'est de dire, mais dans une zone de 10 km, par exemple, on a des variations du climat très importantes et souvent qui vont déterminer le type de vin, les caractéristiques du vin qu'on peut avoir. Le vigneron lui-même, il s'adapte déjà parce que spatialement, dans son exploitation, il a déjà des variations du climat, des variations de température, variations d'humidité, etc. Donc, il va travailler sa vigne différemment. Après, lorsqu'on arrive à des valeurs qui sont beaucoup plus importantes de réchauffement, comme certaines sorties de modèles peuvent le montrer, dans les années 2070-2100, là c'est autre chose, parce que s'il faut changer les cépages, il ne faut pas se tromper. Parce que si vous avez un vigneron il va demander des conseils, il dit voilà, si tel cépage, je peux plus le cultiver, qu'est-ce qu'il faut que je mette à la place? Si on se trompe de cépage, ça va être catastrophique, parce qu'une vigne, ça ne pousse pas en une année. C'est pour ça qu'on installe tous ces capteurs. Par rapport à la qualité du vin, dans le futur, au moins sur du court terme, nous n'attendons pas de très gros changements. Mais il faut continuer d'étudier, sachant que pour des raisons climatiques, les analyses dévoilent que différentes cultures viticoles ou de variétés commencent à se déplacer géographiquement vers des zones plus hautes en altitude, et certaines vers le sud, vers la zone de précordillère. C'est pour ces raisons qu'il est essentiel de continuer toutes les recherches. Certains géographes climatologues, il est envisagé de nombreuses incidences dans plusieurs zones viticoles. En Amérique latine et aux États-Unis, des déplacements de vignobles sont à prévoir.
C'est aussi le cas en Espagne, en Sicile, en Afrique du Sud et en Australie. On voit donc apparaître de nouveaux Eldorados viticoles qui profiteront du réchauffement ou des changements climatiques à venir. Ainsi, sur les îles suédoises ou de Norvège, voire au-delà, en Écosse, la vigne reconquiert du terrain. La Pologne, les Pays-Bas, la Belgique et l'Angleterre peuvent également étendre leurs vignobles. En Asie, la Chine poursuit la plantation de vignes. Sa surface est passée en 10 ans de 80 000 hectares à 400 000 hectares. L'Inde, la Thaïlande et le Japon produisent aussi du vin. Selon le GIEC, on estime qu'une hausse de 1 degré des températures correspond à un déplacement des cultures de près de 160 km. Cette prévision est loin de faire l'unanimité chez les viticulteurs. Le réchauffement climatique n'est pas seul responsable de toutes ces nouvelles données. Les méthodes de vinification se perfectionnent, les meilleurs consultants œnologues s'exportent, et c'est l'ensemble des terres viticoles qui profitent de ces savoir-faire. Un des exemples les plus significatifs de la délocalisation des vignobles reste la Tasmanie. En 2007, l'Australie a connu une sécheresse dévastatrice et des milliers de vignerons s'exilèrent sur cette île. C'est dans ce décor du bout du monde que nous rencontrons le spécialiste en viticulture le plus reconnu du continent australien. Sur les 10 dernières années, on a relevé en Australie des températures atteignant les 45 degrés. Le raisin supporte mal ces températures élevées. Et évidemment, la croissance, la maturation du raisin, en résumé, la qualité du vin en pâtit. Cependant, la situation est loin d'être aussi sévère en Tasmanie, car l'île profite d'un courant d'air frais unique provenant de l'Antarctique et qui la préserve des vagues de sécheresse très importantes qui touchent le continent australien depuis plusieurs années. Elle se retrouve donc naturellement protégée des impacts du réchauffement. C'est sûrement un des rares endroits dans le monde où l'on peut constater un climat comme celui-ci. Parce que le climat est un composant de la notion de terroir, la vigne est aux premières loges du réchauffement planétaire et la Tasmanie, comme d'autres pays dans le monde, connaîtra un essor considérable de sa production viticole. Ainsi, depuis plusieurs années, la hausse de la température moyenne influence la topographie et le goût du vin. Jusqu'où? Seul l'avenir nous le dira. Le souci, c'est que les gens ont la sensation que le changement climatique sera un problème dans les prochaines années. Mais aujourd'hui, pour eux, ce n'est pas d'actualité. Le vin que nous buvions il y a 50 ans n'est plus celui que nous buvons aujourd'hui. Et il est fort probable que celui-ci ne sera pas le même dans les 50 prochaines années. Est-ce qu'il y a de quoi être inquiet? À long terme, sans doute, parce que si on prend l'hypothèse un peu pessimiste, mais d'un réchauffement qui pourrait atteindre 5-6 degrés à la fin du siècle et puis continuer à monter, on voit mal comment les vignobles qu'on a toujours connus arriveraient à encaisser une telle modification de leurs caractéristiques. En France, l'évolution du climat va dans le sens d'une hausse de la qualité du vin, même si le réchauffement climatique affecte le rendement des propriétés du Sud. Les régions françaises comme le Bordelais, la Bourgogne, la Champagne ou le Val-de-Loire sont pour le moment préservés. Car le vin doit à la fois retranscrire la force de son cépage, le message de son sol et l'expérience de l'homme. Cette situation va nous obliger à trouver des solutions parce que nous devons continuer à faire du vin. Après avoir parcouru la France, l'Espagne, l'Argentine et la Tasmanie, nous terminons notre enquête avec des inquiétudes plus nuancées. La vigne est une plante robuste, qui s'adapte à de multiples conditions climatiques et les moyens techniques pour corriger a posteriori les effets du climat ne manquent pas. Alors, le vin brûle-t-il? Non. Est-ce la fin de la vigne? Non plus. Beaucoup travaillent pour que le réchauffement climatique n'influe pas sur la qualité du vin.
Reste à savoir si leurs efforts seront suffisants pour préserver ce qui a mis des siècles à se bâtir.